Christophe Lavaux, bienvenue à notre Creative Room. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu es aujourd'hui, le directeur de Un Tourisme. Avant ça, tu étais directeur de Val d'Isère et avant ça, tu as fait de l'informatique, du développement 3D, 11 ans en Bulgarie en e-commerce. Enfin, rien ne semble être destiné au tourisme institutionnel et pourtant tu y es. Comment y es-tu arrivé? Bonjour Yuri, merci pour l'invitation. Ouais, c'est un résumé finalement de mon CV, effectivement, une vie segmentée en plusieurs parties, trois parties je dirais. Une partie liée à ma formation initiale, ce qu'on appelait le multimédia à l'époque, puisque j'ai commencé à travailler dans l'informatique appliquée au multimédia, à l'image, au développement de CD-ROM, les premiers sites internet. Donc ça, c'était vraiment une partie où je travaille à Paris, qui constitue le début de ma carrière. Après ça, je me suis expatrié en Bulgarie pour, des raisons familiales, personnelles et c'est le moment aussi où ma carrière a changé. Je me suis plus réorienté vers le web marketing, l'e-marketing, tout en utilisant encore mes compétences initiales. C'est là que j'ai commencé à développer, les premiers sites e-commerce dédiés à l'habillement, dans la mode pour, les enfants et les bébés. À l'époque, c'était le tout début du SEO et puis après derrière tout ce qui va être, marketing, en plus de la gestion logistique bien sûr, mais tout ce qui va être marketing, c'est des choses aussi qu'il a fallu apprendre, l'arrivée des réseaux sociaux également. Donc, puis Trop bien. enfin, dernière partie, qui n'a absolument rien à voir pour le coup, elle, c'est, mon entrée dans le tourisme en 2012. Quand je suis revenu en France, j'avais un projet personnel, c'était de vivre à la montagne, parce que j'avais découvert la montagne assez tard en Bulgarie, qui est un pays très montagneux, au pays des Balkans et ça me plaisait beaucoup et je voulais vraiment, du coup, vivre une expérience encore plus en altitude dans les Alpes et c'est là, du coup, que j'ai décidé, un jour j'étais tout seul à l'époque, d'aller dans les Alpes. J'ai juste regardé sur Airbnb où est-ce que je pouvais trouver un gîte, pas trop cher chez une grand-mère, qui louait une chambre dans son chalet. Je travaillais toujours du coup en web marketing, j'étais freelance, donc je pouvais travailler du monde entier finalement et puisque du coup, je me dis: «Bah, c'est super sympa comme cadre, mais au bout d'un mois, j'ai du mal à rencontrer des gens». Parce que quand on vit à la montagne, c'est pas comme en ville. Moi qui viens de région parisienne, c'est pas évident finalement de se faire des contacts dans ma sphère et j'avais du mal finalement à me créer une vie sociale et à ce moment-là, je commence à regarder un petit peu, et complètement par hasard, une offre de job dans un office de tourisme à Bride-les-Bains qui cherchait un web manager. Alors ça comprenait finalement tout un tas de choses qu'il fallait faire pour cette, station de ski et station thermale également. Il me proposait à la fois de gérer, bah, les réseaux sociaux, c'était le tout début des community managers en station, de gérer la centrale de réservation, de faire toute la promotion digitale et même des actions de promotion, donc c'était vraiment très vaste et là, j'ai vraiment à la fois, mis un premier pas dans le tourisme et en plus appris vraiment tous les échelons, qui composaient les actions de promotion touristique. Et puis Trop après de bien. fil en aiguille, bah, du coup je me suis pris au jeu. Je trouvais ça super sympa parce que je peux à la fois exprimer, mes connaissances, techniques qui sont la base finalement de ma personne. J'ai un diplôme en informatique, j'en ai un autre en infographie, en image de synthèse 3D. Puis j'ai un executive MBA également que j'ai obtenu, la semaine dernière. Mais en tout cas avant merci, j'ai pu mettre en pratique, ces connaissances techniques et en même temps, il y a un côté, relationnel qui est super intéressant parce qu'on est dans le service, on est dans l'humain et le tourisme finalement, c'est finalement savoir transformer. Moi, c'est ce que je retiens, c'est savoir transformer des intentions à travers des outils techniques vers, une réalisation qui parle à des clients et à des visiteurs. Donc c'est voilà, je me suis pris au jeu et c'est devenu, à la fois une passion et un métier puisque par la suite j'ai évolué, d'échelle en échelle. Je suis allé, travailler à La Plagne où j'ai commencé comme community manager et j'ai fini comme, directeur de la communication et puis ensuite je me suis retrouvé à Combloux qui est une petite station en Haute-Savoie, mais comme directeur de l'office de tourisme et puis ensuite à Val d'Isère où j'ai passé 5 ans, où là j'étais directeur général de toutes les instances touristiques, sportives et business. Donc c'est l'office de tourisme, le centre des congrès, le centre aquasportif, la patinoire, la garderie touristique et puis tous les parcs des sports. C'est 120 salariés et j'y suis resté pendant 5 ans. Et puis, bah, dernière étape, je me suis retrouvé à Un Tourisme dans l'Ain, à Bourg-en-Bresse, depuis 4 mois et demi maintenant, où, je dirige le comité départemental de développement touristique pour le département. Alors quand on s'est connus, tu étais, à Val d'Isère encore, alors une destination, connue, dans le monde entier et surtout par les Anglais, très bancable comme destination et aujourd'hui tu pars pour un territoire qui est, en tout cas à l'international, beaucoup moins connu, en tout cas dans l'imaginaire des voyageurs.
Qu'est-ce qui t'a convaincu? Qu'est-ce qui t'a attiré, dans ce challenge? Absolument, aucun rapport en termes de notoriété entre l'Ain, qui est un Ouais, département, plus connu, d'après les sondages dont on dispose aujourd'hui, réalisés par OpinionWay en 2022, qui est plus connu comme un territoire, administratif. L'Ain, c'est un ouais, département, c'est un emplacement physique entre, plusieurs territoires touristiques connus, des grosses marques qui nous entourent. Alors que Val d'Isère, c'est d'abord une marque, presque une marque avant d'être une destination et on va en parler un peu après, mais il y a une vraie différence aujourd'hui entre ces 2 territoires. Alors moi, pourquoi je suis venu ici? Alors c'est à la fois parce que, j'avais envie aussi d'avoir un impact un peu plus grand sur les actions que je peux entreprendre. On est sur une destination qui a déjà finalement un cadre complètement défini, mais dans un territoire très, très, très restreint parce que Val d'Isère, c'est 4 kilomètres de large. L'un, c'est, plusieurs centaines, avec, énormément d'enjeux où on peut avoir un impact beaucoup plus grand que simplement, en avoir sur le tourisme. Il y avait aussi le fait que j'avais envie de travailler sur des sujets plus polyvalents que, une monoactivité comme le ski qui est très dominante sur des stations, d'altitude notamment. C'est vrai que ouais, j'étais passé évidemment. par des stations de moyenne montagne où les sujets sont plus variés. Une station comme Val d'Isère, les sujets sont très, très, très centrés sur le ski, bien qu'il y ait beaucoup d'envie de diversifier. Ça, c'est notable. Mais Mmh. entre les intentions et les réalisations, le naturel nous rappelle un petit peu aussi à la réalité économique que le ski représente dans ces stations-là. Ce n'est pas le cas Évidemment, d'une ouais. destination comme l'Ain. Et pour autant, il y a des stations de ski dans l'Ain, donc c'est ça que je trouve sympa. On a une part du massif du Jura. D'ailleurs, c'est la partie la plus élevée du Jura, avec plusieurs stations qui permettent aussi de s'intéresser au sujet du ski. Mais à côté de ça, je vais pouvoir m'intéresser à tout un tas de sujets, autour de l'outdoor avec la randonnée, le vélo sur lesquels on travaille, régulièrement. Tout le côté culture et patrimoine également, puisqu'on dispose d'un pass, lié à la découverte d'une vingtaine de sites, touristiques. Il y a la gastronomie, l'agritourisme, le tourisme d'affaires aussi. Donc plein de sujets du coup super polyvalents qui fait que ça crée un petit peu, de l'ébullition là-dedans quand on s'y intéresse. Donc pour moi, c'est Plus un de super challenge. possibilités, pas Ouais. c'est marrant, tu as dit avant Val d'Isère, c'était, presque une marque avant d'être une destination. Quand on parle de destination, aujourd'hui, le terme, il est très galvaudé, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'une destination? Pour toi, à partir de quand est-ce qu'un lieu devient, du département à la destination, de la destination à la marque ou dans ce sens-là? Bref, où est-ce que tu mets, toi, en dans ta tête, les limites de ces termes-là et qu'est-ce qui les définit? Ça, c'est marrant que tu me parles de ça parce que c'est exactement la réflexion qu'on est en train de mener actuellement. Pour moi, un lieu, c'est une sorte de réalité géographique, natif, voilà, on parle presque plutôt à des habitants, qu'à des touristes. Alors qu'une destination va plutôt être dans une construction intentionnelle, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on façonne, qu'on choisit et qu'on peaufine en fonction de certains éléments qu'on veut y appliquer. Alors moi, je verrais peut-être, certains seuils au-delà desquels on franchit, quand on les franchit, on devient une destination à part entière. C'est tout ce qui va être équipement déjà, c'est la base technique. Quand on va, vouloir fixer le visiteur, c'est parce qu'il y a des choses qui vont l'attirer, des raisons de venir. Des hébergements, de la restauration, des transports, tout un tas de choses qu'on développe et ça dans l'Ain, on l'a fait depuis une dizaine d'années. On va baliser des sentiers de randonnée, des sentiers de VTT. En fait, on va vraiment équiper le territoire pour qu'il donne une raison de venir. Après le deuxième seuil, moi je dirais que c'est un peu tout ce qui va être lié à la gouvernance. Ça, c'est un peu formel, mais c'est essentiel. C'est quand tous les acteurs, qu'ils soient publics, ou privés, se coordonnent pour gérer l'ensemble de ces équipements et de leur développement. On n'est pas, seulement sur, la gestion d'un paysage, mais là, on va vraiment commencer à réfléchir à gérer, des marques, des flux, des réputations. Donc avoir une vraie intention de gestion touristique, ça veut dire qu'à ce moment-là, au niveau, on va dire, des élus, le tourisme, ça devient un sujet vraiment préoccupant et une vraie activité économique reconnue comme telle. Donc on a travaillé le produit, on a travaillé la vision interne et puis après, il faut travailler le client. Donc là, c'est le troisième seuil, c'est celui de l'imaginaire. L'imaginaire, il va falloir commencer à travailler sur un ton, une vision, un récit. C'est là qu'on va, finalement, faire en sorte que les gens vont commencer à penser à nous et avoir une image qui va se forger dans leur subconscient, si on y arrive, avant même de s'y rendre. Donc là, on va essayer de nourrir leurs désirs, on va essayer de faire des promesses, d'expériences, spécifiques, on va créer des images, on va créer finalement de venir à travers, ce qu'on va leur projeter et puis surtout, il y a un truc qui est vachement important pour moi, c'est que,
Ces images-là, on va pouvoir les créer à partir du moment où on possède une vraie singularité, Mmh. qui nous représente en termes de destination. Qu'on soit pas finalement quelque chose qui puisse être applicable partout en ayant des récits un peu creux. C'est quelque chose dans lequel on a pu tomber à une certaine époque, là, toutes les destinations touristiques à vouloir, reprendre un peu les mêmes codes, dans le storytelling, les mêmes codes dans les visuels. Il y a une époque, je sais pas si tu te souviens, on avait du drone de tous les côtés sans Ouais, arrêt ouais. et finalement, on a fini par tous se ressembler, par tous se standardiser et c'est Mmh. finalement, ce qui manquait, c'est cette singularité, les aspérités finalement de chaque territoire qui ressortent, qui font que, bah, on s'est un petit peu perdu donc peut-être qu'aujourd'hui avec l'expérience, dans le marketing, touristique, avec l'ensemble des confrères, on est parvenu à identifier ça et aujourd'hui chacun essaye plutôt de travailler sur ses différences, plutôt que sur les codes les plus standardisés. Comment tu trouves cet équilibre entre, singularité et différence? Parce que d'un côté, tu vas avoir, une sorte d'un message un peu clair, quelle est notre destination, hein, quelle qu'elle soit. De l'autre côté, bah, tout le monde tire la couverture de son côté, quoi, hein. Tous les acteurs, il y en a des centaines. Et au final, tu vois qu'il y a beaucoup de marques de tourisme où au final, tu as un logo coloré, rouge, bleu, jaune, vert parce que, il y a plein de choses à faire, le bleu, c'est la mer, le vert, c'est la forêt. En gros, tout le monde a tout. C'est un peu des marques buffet et puis c'est rare d'arriver à positionner un buffet. Comment tu arrives à trouver cet équilibre entre, entre singularité et puis, ben, identité propre de chacun, qui doit quand même te respecter? Alors que c'est vrai, je pense, quelle que soit la destination que tu gères, quoi. Ah, le buffet, en fait, je dirais que c'est presque, indispensable de l'avoir. Si tu as pas le buffet, tu es Mmh. pas une destination touristique. Donc il faut l'avoir malgré tout. Ça veut dire que sur une forme de communication de fond plutôt informative, les infos liées à ton buffet, tu vas quand même les passer. Parce que, ça va quand même rassurer au fond. Et on va pas être juste dans une séduction, pure et dure avec une promesse, mais derrière laquelle, il y a pas de fond. Donc c'est bien d'en parler. Par contre, il va y avoir, on va dire, les petits plus, les petites différences qui, elles, vont créer, une forme d'enchantement. C'est dans toutes les relations clients, hein, on cherche tous, l'enchantement, ce petit plus finalement qui va à la fois attirer l'attention et à la fois nous singulariser. Donc cet enchantement, on va y aller par petites doses parce que si on fait que ça, à la fin, ça devient finalement quelque chose de très banal et puis on va tous rentrer dans une surenchère de promesses et le client, il est pas bête parce que si on lui fait des promesses qui sont fausses, quand il vient chez nous et qu'il ne les retrouve pas, eh ben, il va nous le faire payer parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est inévitable, c'est les avis clients. Bien sûr, on va pas rentrer là-dedans, mais il faut doser en fait. Voilà, il y a le fond et la base, donc le buffet, c'est-à-dire, qui on est, intrinsèquement, voilà, une destination comme là, on va dire, c'est, la nature avec une partie montagneuse. On va pas vendre du littoral, on va pas vendre de la chaleur, on va pas vendre, des parcs d'attractions, et de très, très grandes stations de ski. On va plus travailler sur, des aspects liés à ce territoire-là et puis après, la petite partie enchantement, c'est le travail qu'on commence à faire aujourd'hui. On travaille sur une carte identitaire de notre département sur lequel, on se questionne beaucoup avec d'autres secteurs, liés aussi, à ce sujet-là, mais qui travaillent sur d'autres, activités comme, le service attractivité du département, comme l'agriculture, comme la culture. Eux aussi, ils ont de définir une carte identitaire de notre territoire pour en trouver finalement les aspérités, les côtés les plus séduisants sur lesquels ensuite on va chacun construire notre récit. C'est plutôt Ouais. là-dessus, moi, je vois la coordination, avec ces acteurs-là. Tu parlais de témoignages clients. Alors, la question IA, on n'y échappe pas. Aujourd'hui, de plus en plus de gens trouvent, leur voyage, leur destination, en fait, en faisant une recherche IA où il y a beaucoup de spécificité, en fait, dans leurs recherches, dans leurs attentes et cetera et donc ça rend certaines destinations, tout d'un coup, très visibles et d'autres, peut-être, beaucoup plus invisibles. Est-ce que c'est pour toi un vrai sujet et presque un shift dans le développement d'une destination ou est-ce que c'est en fait juste un nouveau canal concrètement où, bah, voilà, il y a les réseaux sociaux et puis, il y a ChatGPT et Gemini? Comment tu vois, l'IA vraiment dans la notion de visibilité et de communication de la destination globale? Alors, faut pas tomber dans la pure technique, hein, parce que ça peut vite, rendre un peu marteau et puis ça peut devenir un petit peu une obsession, sur quelque chose qui aujourd'hui représente pas une majeure partie de nos préoccupations. Je dis bien aujourd'hui parce que la tendance, elle est quand même exponentielle. Donc on sait qu'aujourd'hui, je crois que c'est 5 enfin non, c'est même plus que 10 des gens qui recherchent, enfin sur les dernières études, hein, j'ai envie de dire, c'est de l'année dernière, qui recherchent leur, destination sur, les moteurs de recherche, en tout cas sur les moteurs IA. En tout cas sur les sites internet, c'est ce qu'on voit en termes de fréquentation.
Nous, on essaie de s'y intéresser, donc notre staff va se former au GIO, mais aujourd'hui, le SEO des IA génératives, c'est même pas encore une science exacte. C'est tellement récent qu'il y a même enfin, il y a des gens, il y a des vendeurs de pioches, sur LinkedIn qui vous vendent des formations, dans tous les sens ou leurs prestations, À mais la l'appel, réali ouais, ouais. à l'appel, bah, oui, mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a personne il y a même des outils, hein, déjà qui existent. Moi, j'en ai testé quelques-uns, et je monitore, sur certains de ces outils, c'est des outils SEO, mais pour les IA, en fait, qui vous disent, où vous tombez à peu près, dans les résultats. Mais le truc, c'est que vous avez jamais 2 fois la même réponse dans le JEO. Donc vous Mmh. pouvez pas avoir finalement quelque chose, statistiquement de fiable, et surtout, on connaît pas encore tous les mécanismes qui permettent de s'assurer, que les actions qu'on va entreprendre vont nous permettre d'être plus visibles. Ça reste encore, vraiment balbutiant. Je trouve que d'investir massivement dans une stratégie qui va nous changer à transformer nos contenus sans avoir la certitude déjà que c'est, complètement fiable, et secondement que ça va être, durable, parce que, je sais pas si tu as vu, mais en ce moment, toutes les 3 semaines, on change de leader dans, le moteur IA le plus mainstream, les technologies et les générations de contenu, changent complètement. Ça se trouve, en fait, dans 2 ans, on n'aura plus besoin de créer un site. Notre site se créera automatiquement, dynamiquement, à partir des outils, de génération d'IA Mmh. générative, et il va se sourcer sur l'ensemble du web pour produire un site internet dédié directement à l'utilisateur qui correspond à ses envies. C'est peut-être ça qui va se passer. Donc en fait, on n'a peut-être pas besoin finalement d'optimiser nos sites, dans ce sens-là. On a peut-être besoin d'attendre, de voir comment ça se passe, et puis après, bah, peut-être, alors il y en a beaucoup qui disent en ce moment: il faut transformer, nos sites web pour les humains en sites web pour les IA. Des choses complètement, structurées qui sont presque, pas digestes pour nous, sans graphique, sans rien, mais avec que des textes qui sont complètement, clarifiés par rapport à des normes, hein, les JSON, tout ça. Peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui, on n'investit pas dedans. Nous, on est plutôt, observateurs, on se tient au courant, et Mmh. là-dessus, côté client, en tout cas, je trouve que c'est pas l'enjeu principal. En revanche, pour moi, un des enjeux les plus majeurs, et à vraiment, commencer à regarder de très, très près dès maintenant, c'est l'acculturation des équipes aux usages de l'IA. C'est vraiment le côté back office, parce que là, on est dans des technologies et des usages beaucoup plus matures, avec des gains de temps et d'efficacité et de performance beaucoup plus importants. Si on Tu parles là d'un arrive outil de travail, quoi, c'est ça? Là, tu Ouais, parles de toi je parle concrètement, je parle quoi. vraiment de culture IA, avant même de Ouais, parler ouais. d'outils, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait un switch dans l'ensemble des équipes, avec une vraie prise de conscience autour de ce que l'IA peut apporter, c'est-à-dire connaître le potentiel de l'IA. Moi, je veux pas former les équipes pour dire, «Voilà, vous savez utiliser tel, tel, tel ou tel outil», parce que comme je te dis, dans 6 mois, ça sera plus les mêmes outils. Donc c'est Mmh, pas c'est grave. clair. Par contre, mes collègues, qui travaillent, à la com, à la promo, au service réservation, ils comprennent les mécanismes, et les avantages que l'IA peut leur apporter, et que justement, ils vont être capables de savoir, bah, peut-être telle ou telle méthodologie ou tel outil IA peut leur apporter quelque chose dans leur process au quotidien. Ça va les aider énormément, et puis, ça leur permet aussi, peut-être de, travailler leur esprit critique. Parce qu'il va y avoir aussi tout un tas de failles par rapport à l'IA. Donc, c'est important qu'ils aient leur esprit critique développé et qu'ils puissent comprendre ce que l'IA peut faire, ce qu'elle peut pas faire, et les contenus auxquels ils sont exposés, s'ils sont vrais ou faux. Donc moi, Mmh. pour moi, l'enjeu, il va surtout être là, c'est d'élever en compétence, mais d'une façon globale, l'ensemble des équipes. Et ça va être super, intéressant, parce qu'on va améliorer notre performance, on va faire face aux problèmes de financement des institutions touristiques, du moins en France. Je ne sais pas en Suisse si vous avez le même sujet que nous, mais en France, c'est un vrai sujet, hein. Les collectivités ont de plus en plus de mal à abonder au financement de l'ensemble de leurs actions, et les institutions touristiques en font partie. Et finalement, peut-être pour compenser ça, on peut améliorer notre performance grâce à l'IA. Absolument. Tu vois ça, bon, tu vois l'IA à la fois, d'une force technologique qui va impacter, c'est sûr, mais comment exactement les destinations, c'est pas forcément encore complètement clair. Je pense que personne ne sait d'ailleurs. Par contre, c'est clair qu'à l'interne, d'un point de vue organisationnel, comme tu dis, d'un point de vue de management, il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent être faites, des travaux répétitifs et cetera. Après, comment dire? Si je lis à l'IA par rapport à l'un, il y a une notion quand même de dire, l'IA va trouver de l'information, pas seulement sur ton site web évidemment. Alors tu peux optimiser ton site web, mais en fait, c'est toute petite pièce de la visibilité online, alors qu'en fait, ça va être qui parle de toi et comment les gens parlent de toi et ce qu'ils disent de toi, que ce soit sur TripAdvisor, Reddit, Google Maps, la presse, moi tu le sais mieux que moi. Et tous ces acteurs-là, finalement, créent
l'image mentale de ta destination. Alors déjà sur les réseaux sur lesquels ils sont, les canaux, mais aussi via l'IA, et ça crée en fait une sorte de caisse de résonance où au final, tout d'un coup, une destination devient, heu, ce qu'on est tous d'accord qu'elle est, en tout cas dans un imaginaire collectif. Tu vois ce que je veux dire si je prends un peu un niveau philosophique? Là, si je suis un peu méchant, on dit: «Bon, c'est, un peu entre Lyon et Genève, voilà, c'est un peu cette région-là». En Bourg-en-Bresse, c'est un arrêt de TGV quand tu viens de Genève, par exemple, et cetera. Quand tu vas à Paris, c'est tout le monde connaît Bourg-en-Bresse comme, le moment où tu as un siège de moins à côté de toi parce que quelqu'un arrive, quoi, C'est sur la vrai. ligne Genève-Paris. À tes yeux, c'est quoi finalement le marqueur fort, l'accroche sur laquelle tu veux pouvoir capitaliser? Parce que bon, alors il y a la nature, il y a tout ça, mais en fait, tu as besoin de, tu vois, d'arriver à dire: «Ouais, là, c'est ça», et de faire évoluer le collectif, l'imaginaire collectif vers quelque chose de peut-être plus précis, ou pas? Ou tu le vois pas comme ça, en fait? Si, je le vois exactement comme ça. La problématique, dont on parlait, qui est clairement identifiée, c'est passer du territoire administratif au territoire touristique. Pour moi, ça passe aussi beaucoup par le fait d'identifier des marqueurs qui sont forts, plutôt qu'on parle de nos voisins pour nous identifier. Voilà, ça c'est une vraie faiblesse de l'un. On parle de Lyon et de Genève, on est entre les 2. On est Mmh. entre la Savoie et le Jura, on est entre, la Viarona et la Voie bleue. On parle de tout ce qu'il y a autour de nous, mais finalement on parle pas des marqueurs internes chez nous qui pourraient nous identifier. Donc travailler sur nous-mêmes, c'est travailler aussi sur nos marqueurs. Ça veut dire identifier déjà parce qu'ils existent en fait. Alors ils sont peut-être pas aussi forts que certains de nos voisins, mais ils existent, ces dénominateurs communs. Au territoire aussi, sur l'ensemble du territoire, une des difficultés aussi qu'on a nous ici, c'est que si tu regardes notre carte, on a la moitié de la carte qui est plate avec des lacs et enfin des étangs, et l'autre moitié c'est de la moyenne montagne. Donc vraiment 2 mondes complètement différents, des gens qui se sentent pas du tout dans le même, territoire finalement et qui se sentent plus proches des territoires voisins, chacun de leur côté. Donc Mmh. et en plus, on a le territoire qui est divisé en, on va dire, 4 sous-marques touristiques. Aujourd'hui, plutôt que de communiquer sur nous comme un catalogue d'activités, un catalogue de sous-territoires, où on veut faire répondre aux envies de chacun des représentants, soit de ces territoires, de ces activités, on va chercher plutôt, nous, dans le travail qu'on va mener là, dans les mois qui viennent, à trouver les dénominateurs communs qui nous identifient, qui peuvent être presque immatériels dans un sens. Mais ça peut être des choses liées à la gastronomie, ça peut être quelque chose lié à la terre, à l'eau. Il y a des choses qu'on retrouve dans l'ensemble du territoire qui peuvent servir de dénominateurs communs, de fil directeur. Et une fois qu'on va rédiger presque ce manifeste, je dirais, qui correspond à ce qu'on est, c'est une carte identitaire. Autour de ça, on va le transformer en récit, et puis ça va être important aussi de le faire adopter par les locaux, par les habitants, avant de le déployer auprès des clients. Parce que sinon, si on va directement parler de ce qu'on a imaginé aux clients, c'est une promesse qu'on va leur faire, mais qui est peut-être pas une réalité sur le terrain. Donc Mmh. derrière aussi, c'est très important de déployer quelque chose qui va embarquer pour, que derrière ce qu'on va dire, ce qu'on va déployer soit vraiment vu comme quelque chose d'authentique. Et pour toi, c'est qu'on dit en anglais, tu sais, le poster child, ou la figure de proue de l'un, c'est quoi? C'est le fort de l'Écluse? C'est le S'il fallait en choisir, qu'un, c'est quoi qui, tu vois, Paris, c'est la Tour Eiffel, Las Vegas, c'est The Strip. Alors Paris ne s'est réduit, heureusement d'ailleurs, pas qu'à la Tour Eiffel, mais c'est vraiment, tu c'est cette icône qui vient, établir le tout. Parce que la Tour Eiffel veut aussi dire, pionnier, créativité, héritage, grand geste, enfin voilà, il y a exposition universelle, si tu vas dire, ça connecte à beaucoup de choses qui sont très parisiennes en réalité, mais et qui peut faire figure de proue. Après, j'imagine que toi, non seulement, bon, choisir un, c'est difficile, et puis à partir du moment où tu mets, le fort d'Écluse sur toutes tes communications, à l'interne, c'est difficile, quoi, parce que c'est un peu du favoritisme. Est-ce qu'il y a un enfant prodige, ou des enfants prodiges? Comment tu On imagine qu'il y en a quelques-uns. C'est sûr que sur les premiers diagnostics qu'on a fait, on identifie déjà quelques tendances, mais encore une fois, le travail va être de longue haleine puisqu'on le commence seulement. Il y a quand même des choses qui se dessinent par rapport à ça. Effectivement, on peut pas parler que d'outdoor, on peut pas parler que d'un édifice, un bâtiment ou une activité. Ça résumerait pas l'ensemble. Donc il faut pas être aussi pragmatique. Peut-être travailler un peu plus ton âme poétique, Yuri, pour imaginer ce qu'on pourrait faire là-dessus. Moi, je vois quand même des choses en commun autour d'un savoir-faire mélangé à une forme d'art de vivre, mais pas d'art de vivre élitiste.
on va dire Mmh. d'art tout court d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Ça se voit beaucoup dans la gastronomie notamment. On a une très bonne gastronomie, des bords de Saône jusqu'à la frontière suisse. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Alors il y a d'autres endroits en France où on mange bien aussi, mais peut-être pas sur l'ensemble d'un territoire. Là, ici, on a, un bouquet au niveau gastronomique qui est très intéressant, tant sur les produits que sur, les savoir-faire également avec, des restaurants étoilés. Ça peut être un angle d'attaque. Après, il y a tout le côté lié à la terre et à l'eau. Je pense que c'est des choses sur lesquelles on pourrait travailler également. Mais pour l'instant, c'est en pleine étude. Donc, Mmh. ça va ressortir de tout ce travail qu'on fait sur le terrain, en interrogeant les acteurs du territoire et les clients aussi. Parce que la vision des clients, elle est importante. Ouais, c'est clair. OK, donc je comprends bien, affaire à suivre. Si on tu parlais avant des enjeux de financement, d'organisation, touristique en France, mais j'imagine que c'est similaire, dans plein d'autres pays. Heu, Si j'ai bien compris dans ton executive MBA, ce sur quoi tu t'es porté, c'est sur vraiment la question de financement et surtout ce qui m'intéresse particulièrement, la diversification des revenus des institutions touristiques. Alors là, de parler de revenus d'une organisation qui est, 100 voire une partie étatique selon les endroits et cetera, j'imagine que c'est un peu tabou parce que là, on sort enfin, vous êtes pas là, vous êtes pas censé faire d'argent, puis en même temps, on comprend bien que pour le financer, il y a besoin d'une forme d'autonomie. Qu'est-ce que c'est, les solutions, les modèles qui t'ont frappé, pas forcément en France d'ailleurs, qui te semblent intéressants en termes de potentiel de revenus? Bah, déjà, il faut bien regarder comment ça fonctionne, alors en tout cas pour la France. Donc moi, j'ai rédigé un mémoire, 350 pages avec, un gros benchmark sur, les destinations touristiques, alors plutôt, stations de montagne, en France, en Suisse, en Autriche, aux États-Unis, au Canada. Et il faut bien réaliser qu'en France, le modèle, de financement des institutions touristiques, donc des institutions qui sont là pour aider à promouvoir et développer principalement l'économie touristique sur le territoire, qui bénéficient donc, de ce travail, ce sont des acteurs privés qui gagnent de l'argent grâce à la promotion qu'on fait. Eh bien, le Mmh. financement de cette institution en France, il est quasi exclusivement fait par, l'argent des collectivités, par l'argent public. Certes, qui vient des impôts, donc qui vient de certains acteurs, économiques, mais pas seulement d'eux. Mais aujourd'hui, c'est le modèle quasi exclusif, hein. Et Mmh. les revenus qu'on perçoit de notre propre activité sont vraiment à la marge parce que c'est pas dans notre ADN. Les institutions touristiques, qu'on parte de l'office de tourisme jusqu'à, on va dire, l'instance nationale qui est à tout France, on est là pour dépenser intelligemment et bien le faire, ça c'est certain, on est des vrais experts, qualifiés, il y a pas de souci. Bien dépenser l'argent public pour réaliser ces missions-là. Ce que je me suis, rendu compte en regardant, d'autres pays, vous avez la Suisse, alors je crois que ça s'appelle la courtaxe, donc ça c'est la taxe de séjour classique, comme on a chez nous, mais il y a aussi des taxes sur les résidences secondaires qui sont appliquées dans certaines stations, comme je crois que c'est à Grand Montana qu'ils ont ça, qui permet non, c'est à Verbier, qui permet d'attirer des fonds supplémentaires pour financer, des actions, touristiques. Et surtout le modèle le plus vertueux, c'est aux États-Unis, hein. C'est-à-dire que tu as des stations aux US, type Mammoth, type Aspen, où tu as ça s'appelle la TBID, c'est une taxe qui est appliquée aux socioprofessionnels, en fait, qui va, financer à quasiment, 50 les institutions touristiques pour, déployer leurs actions de marketing, de communication qui vont, améliorer la notoriété et donc les revenus de tous ces acteurs privés. Je pense qu'aujourd'hui en France, on est trop habitué à compter sur l'argent public pour financer nos instances touristiques. Et tant qu'on n'aura pas changé de mentalité, vraiment, ouvert le mindset sur le fait que des partenariats privés-publics sont certainement l'avenir, de ces institutions, on n'évoluera pas et on va aller vers une forme de décroissance. Alors ça demande du côté public de changer l'ADN et la façon de travailler, on doit travailler un peu plus avec les privés, mais ça demande aussi aux privés finalement d'avoir, l'habitude de travailler et de financer ces instances-là parce qu'aujourd'hui finalement, cet argent qui est pas mis au service d'un collectif, il est mis au service d'un marketing individuel, donc tu vas avoir des très, très gros acteurs je vais pas les citer pour pas me faire d'ennemis, mais dans des destinations touristiques qui font un peu la pluie et le beau temps, des très gros hébergeurs, des très gros établissements de restauration qui ont des moyens colossaux. Dans certaines stations où j'ai travaillé, tu avais des restaurants d'altitude qui avaient plus de moyens que l'office de tourisme pour développer leur marketing et leur communication. Ça, c'est pas possible en fait. Quand tu vas dans une station, tu vas d'abord dans la station et la destination. Tu vas pas dans l'établissement. Alors tant mieux si Ouais, ouais. l'établissement développe sa marque et qu'elle est puissante, c'est bien. Après, souvent, ils font des chaînes.
Donc du coup, c'est même plus vraiment lié à une destination, tu vois? Tu vas retrouver les mêmes hôtels, les mêmes restaurants, les chaînes, tu vois, dans toutes les stations, dans toutes les destinations. Par contre, si tu veux travailler vraiment ta destination et si les acteurs qui sont dans ces destinations veulent vraiment faire émerger leur destination en termes marketing, ils ont intérêt à essayer de driver un maximum de capitaux sur le collectif, c'est-à-dire sur l'instance touristique. Mais je vois que tu pousses pour un modèle, on va dire, un poil plus libéral qu'un modèle, on va dire, presque fonctionnaire et cetera. Mais est-ce qu'on peut pas, imaginer, hein, ça fait penser à ça, d'aller même un peu plus loin, finalement, dans le modèle libéral? Dans le sens, parce que je veux dire par là, est-ce que c'est forcément des taxes qui peuvent financer ou est-ce qu'on peut aller presque sur des modèles de licence? Ou à partir du moment où tu développes une marque forte, de lin par exemple, hein, pour prendre cet exemple, qui en fait qui a une valeur propre en soi, tu parlais de Val d'Isère comme marque, à partir du moment où toi tu as cette capacité de créer une marque, qui est attirante, alors, que ce soit une marque, un label, enfin je pense qu'il y a plusieurs façons de le penser. C'est-à-dire que tous les acteurs que tu as auront potentiellement envie, de l'utiliser et là, est-ce qu'il y a pas des façons peut-être plus «créatives» entre guillemets, qui aussi met, une organisation qui est alors je sais que c'est un gros stretch par rapport à aujourd'hui, mais qui met une organisation qui est à la base presque un service public si j'exagère et de l'amener à un niveau, de création de valeur, compétitif. Parce que là pour le coup, tu passes dans un rythme de privé et cetera. Alors ma question elle se veut pas politique, elle se veut plus créative, mais c'est pour toi, imaginable des modèles comme ça ou là on est trop déconnecté d'une réalité, Bah là, c'est la deuxième conclusion de mon mémoire, d'économiser la lecture de 350 pages. 1re source, de revenus, c'est, les privés qui mutualisent. Et 2e source de ouais, revenus, c'est le développement des recettes propres à travers, bah, pour certaines destinations, pas pour toutes, le déploiement, d'une licence de marque. Donc ça, pareil, j'ai fait un gros benchmark. Il y a des modèles, vraiment notables qui sont déjà hyper inspirants. Chez toi, il y a Saint-Moritz qui est ouais, vraiment novateur là-dessus, parce que ça existe quasiment, je crois, depuis les années 70. Le projet de gestion de licence de marque avec des royalties qui sont perçues et qui sont très importantes. J'ai appelé également Saint-Tropez avec qui j'ai beaucoup échangé. Alors je peux pas dire leurs chiffres, mais ils génèrent déjà plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires depuis le déploiement de leur licence de marque il y a 2 ans. Donc ça mmh. fonctionne très bien et donc ils perçoivent des royalties là-dessus à travers une gestion qui est en plus déléguée à des sous-traitants pour certains là-dessus. Et puis après, tu as des marques iconiques, des I Love New York, je crois que plus de 40 millions de revenus chaque année avec la licence d'une En telle licence? marque, et donc en licence. Donc effectivement, ça c'est le 2e pilier, je dirais, sur lequel seulement certaines destinations qui ont atteint un niveau de maturité en termes de notoriété qui soit suffisant. C'est-à-dire que tous les imaginaires a été créé pour que dans la tête des gens, on ne sait plus trop si on voit une marque ou si on voit une destination, pour qu'on puisse Ouais, vendre des objets dont la valeur perçue aura une plus grande importance que quand on a une destination un peu moins connue. ouais, absolument. Ah intéressant. Ah parce que ça, en termes de façon de travailler, et puis même de perspective, touristique quand tu es dans on va dire, une organisation touristique, hein, ça change énormément la donne sur, le North Star, quoi. Où est-ce que tu veux aller? Et tu dis: «Mais attends, on n'est pas juste, je le veux pas négativement, mais à coordonner différents partenaires et assurer la promotion, on est sur le développement d'une offre de valeur propre qui peut nous rapporter, des recettes qui peuvent être réinvesties et puis après c'est un peu un cercle vertueux. Ouais, c'est ça. Bah, alors ça demande à changer un petit peu, d'optique, de mettre un peu de moyens sur le fait de percevoir des revenus et un peu moins sur le faire. Peut-être de créer des entités indépendantes. À Saint-Moritz, ils ont vraiment créé une entité indépendante rien que pour ça. Alors que tu vois, à Saint-Tropez, c'est la mairie qui gère ça. Tu as autant de Ouais, modèles que tu as de destinations, finalement, chacun gère un peu comme il veut. Je pense que c'est quand même un métier à part entière, donc le fait d'avoir une entité dédiée, c'est quand même pas mal parce que, bah, derrière, tu vas avoir des équipes, purement commerciales, ouais, c'est ça. avec, des services juridiques, adaptés, qui sont vraiment pas le cœur de métier des instances touristiques telles qu'elles existent aujourd'hui. Ouais, Donc c'est pas culturellement, gênant c'est pas la même finalement. chose, quoi. Ouais, ouais, puis Ouais, tu as ouais. un agenda qui est difficile à aligner si d'un côté tu vends des licences, enfin si je raccourcis et de l'autre tu, promouvois, un territoire en ayant comment dire? En prenant soin de ton écosystème, hein. Ouais. Et toi, tu dirais qu'en Europe, par exemple, cette notion d'aller sur ce modèle de licence, c'est quelque chose qui est, c'est quoi le niveau de maturité de ça? Si tu prends, on va dire, l'Europe, peut-être l'Europe versus, d'autres destinations en Asie, aux États-Unis. C'est quoi?
il y a 3% des destinations en Europe qui sont déjà là ou Ah, 1% ou 20%. Enfin, tu vois, tu dirais, grosso modo, hein, je sais pas si les chiffres existent, mais c'est quoi ton ressenti? il y en a très, très peu, tu vois? Je te dis Saint-Tropez, ils ont lancé ça, donc je les ai interrogés l'année dernière, ils avaient lancé ça depuis 1 an. Alors que Ouais, pour moi, c'est une destination comme Saint-Tropez, ils sont tellement bankable, en depuis des termes de années, quoi. marque. Ouais. Mais oui, voilà, ils sont très, très peu à le faire. Il y a eu des initiatives, mais qui étaient très ponctuelles. Tu vois, à Saint-Gervais, ils avaient fait un partenariat avec L'Oréal pour vendre leurs produits en Chine et donc de créer un imaginaire autour de Saint-Gervais-Mont-Blanc, qui était adossé sur une marque. Donc ils avaient vendu ponctuellement sur une opération précise. Mais au quotidien, voilà, pour connaître un peu le directeur de Saint-Gervais, enfin qui vient de prendre sa retraite, voilà, c'était pas du tout, ce qu'il faisait au quotidien. Il restait dans un travail, plus classique, plus conventionnel de ce qu'on fait habituellement. Donc en réalité, au niveau de l'Europe, moi je pense que j'ai pas les statistiques exactes, mais c'est même pas 10 des grosses destinations aujourd'hui qui ont un vrai, département, lié à la gestion d'une licence de marque avec des visions héroïstes très avancées, des méthodes, très rodées et une efficacité Mmh. prouvée. Ouais, Clairement pas. absolument. Ça a peut-être Tu, plus de sens sur des très grosses métropoles, déjà des grosses destinations où, les volumes derrière sont suffisants parce qu'en fait, c'est une histoire de ratio de volume. C'est-à-dire que je pense que dans l'équation, il y a la notoriété multipliée par le volume de mmh potentiel de visiteurs que tu peux avoir et multiplié par les moyens que tu mets en développant une équipe et ces 3 paramètres-là se multiplient entre eux pour former finalement le résultat. Donc si tu es mh. faible dans un de ces 3 éléments, je pense que tu auras du mal à mener un projet comme ça. Ouais, c'est ça, parce que tu peux avoir toute une équipe qui vend un label, une licence, mais si, personne veut de ta licence parce qu'elle a pas une notoriété et si tu as une énorme notoriété, mais que tu as pas d'équipe qui suit, c'est difficile de le faire et si tu as une notoriété et une équipe, mais que tu as Ouais. pas, systématisé finalement, ce que c'est cette marque entre 2, ben, tu as rien à vendre, quoi. Ouais, ouais, absolument. Bah, C'est un clairement bon pas résumé. et j'ai envie de C'est un te super dire bon résumé. que Ouais, plus tu vas être, plus ta marque elle va être moins tu vas internaliser la gestion de la marque. Parce que dans mon benchmark, j'ai aussi interrogé d'autres secteurs. Donc j'ai interrogé la responsable des gestions de licences de marque Disney sur les cosmétiques et mmh elle m'expliquait qu'en fait, elle gère tout juste en délégation, de droit d'usage. C'est-à-dire qu'elle va pas mettre son nez dans la supply chain, dans la production, dans la gestion des coûts des fournisseurs. Elle vend juste une marque, elle définit un périmètre d'usage et après c'est, le partenaire avec qui elle a contractualisé qui se débrouille intégralement et donc qui endosse toutes les emmerdes. mh. Mais du coup, bah, sa marque est tellement puissante que elle peut, décider facilement, d'appliquer je vais pas dire les pourcentages, je crois que j'ai pas le droit, les commissions, qu'elle prend sur les produits et elle s'embête pas plus. Par contre, si moi demain, dans l'un, je veux lancer le même projet, bah, je vais concéder à beaucoup plus de d'efforts et de compromis, avec d'éventuels, fournisseurs parce que, ma marque n'a pas encore, la même réputation, le même poids, la même puissance. Ouais, absolument. Si tu devais, peut-être j'ai 2 questions un peu comme peut-être plus personnelles comme ça pour toi. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui prend la direction d'une destination, soit d'un office de tourisme ou peut-être un gros resort, hein, qui est pas forcément une destination territoriale comme ça, avec tout ce que tu as appris, tout ce que tu sais, tout ce que tu vois, ce serait quoi, ton conseil? En imaginant une destination qui est pas Saint-Tropez ou Saint-Moritz quoi, mais qui est une destination, qui doit encore se développer, qui est pas encore complètement, établie quoi dans l'imaginaire. Ce serait quoi ton conseil? Mon conseil, c'est, déjà de regarder, et de s'impliquer dans le tissu local, en regardant, le potentiel, la latitude avec laquelle tu peux développer tes actions. Diversité des acteurs dans les gouvernances aussi, touristiques, c'est important. Quand tu as une forme de consanguinité, tu vas avoir des points de vue, très similaires et du coup, tu Mmh. vas peut-être pas être amené à prendre les bonnes décisions quand tu vas développer des choses. Donc c'est vraiment important d'avoir une grosse diversité d'acteurs et dans les gouvernances de ces institutions. De regarder aussi le tissu de partenaires potentiels parce que c'est là que tu crées des opportunités. C'est comme dans tous les business de toute façon. Mais quand tu vas pouvoir contractualiser des partenariats, eh bien, tu vas multiplier le poids de tes actions, surtout à une époque où les moyens publics sont de plus en plus rares. Donc, il faut compter sur cette mutualisation avec des acteurs, privés ou publics. Et puis peut-être aussi, bah, d'avoir un coup d'avance, faire peut-être un peu de prospective. Moi, c'est ce que je fais avec un projet qui s'appelle Odologia, que je fais de mon côté, où avec de l'IA, j'interroge finalement les futurs possibles du tourisme et je les projette sur des réseaux sociaux dédiés. Bah, d'imaginer finalement, la destination, dans laquelle vous pourriez aller travailler dans 20-30 ans
en faisant Ouais. un petit peu ce travail de prospective qui vous permettra peut-être de déceler un potentiel et d'y appliquer aussi une vision et puis de voir aussi les écueils ou les obstacles à éviter. Donc c'est là, moi, quand je fais ça par rapport à l'un, je vois le potentiel. Bah, peut-être que dans 20-30 ans, quand le prix du pétrole fera que le litre de gasoil à la pompe dépassera les 2 euros. Ah non, c'est déjà le cas d'ailleurs, tiens. Donc peut-être les Pas 3 besoin euros. d'attendre 2040. Eh bien, les gens vont pouvoir se déplacer de moins en moins parce que la mobilité va coûter un prix extraordinairement élevé. Et ben, à ce moment-là, le tourisme de proximité va reprendre une énorme valeur et des destinations qui étaient un peu délaissées parce que en manque de notoriété vont soudainement retrouver un attrait parce que très proche de chez soi, très attractive et puis bah, peut-être en plus avec quelque chose à développer et à capitaliser qu'on n'a pas encore forcément mis en place. Et dernière question, qui est la question que je pose à tout le monde d'ailleurs, c'est quoi, ta plus grande erreur, que tu as faite dans ta carrière, dans le développement d'une destination? Qu'est-ce qui est vraiment pas à refaire, quoi? S'il fallait dire mettre le doigt sur le truc que tu t'es dit: «On l'a tous fait, hein», tu dis: «Mais ça, c'était vraiment, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai fait ça, quoi?» Tu dirais que c'est quoi? Bah, si vous faites plus d'erreurs déjà, Il c'est y a un pas une bonne problème. nouvelle. Il Ouais, faut en ça c'est faire clair. des erreurs, donc c'est bien, il Ça, je faut suis tester, complètement d'accord. je teste tout le temps, ça c'est dans ma nature, j'en ai fait, des centaines des erreurs. Il y a une erreur moi qui m'a beaucoup marqué, et qui peut peut-être se résumer sous, la phrase de dire enfin le fait de dire, il faut pas lancer ses actions marketing sans se déconnecter, en se déconnectant du terrain quand on est dans le Ouais, tourisme. C'est important de rester, proche de la base, proche des acteurs du terrain. Bah, quand je travaillais à La Plagne, alors La Plagne, si tu veux, c'est, 10 stations dans une seule station. Donc chaque station a son OK. nom dans La Plagne. Je travaillais à La Plagne et on avait changé le logo. Ça faisait 21 ans qu'il n'avait pas été changé. Donc ça, c'était passé à peu près bien. Par contre, dans, certaines de ces petites stations qui composent La Plagne, on avait changé le logo et la dénomination. C'est-à-dire que, une des stations qui s'appelle, Montchavin-les-Coches, c'était 2 villages Mmh. qui étaient réunis en un seul. On a renommé ça en La Plagne-Montchavin et du coup, on a enlevé les coches parce que en termes de marketing, en termes de vision et de notoriété internationale, on s'est C'était dit: plus efficace. Il faut bah oui, tu mets La Plagne en premier et puis après tu mets le nom du village, peu importe, mais d'abord La Plagne». Alors qu'avant, ça avait jamais été comme ça. C'est Montchavin-les-Coches et puis La Plagne en tout petit dans un coin. On a développé ça, on a fait des études, on avait des agences, tout le monde a travaillé dessus, on était convaincus du truc et puis arrive le moment où on le déploie. Et là, je me retrouve dans une petite salle des fêtes à au Coche, donc le village qui a vu son nom effacé du nom du logo, où je me retrouve face à une foule hostile. Tu devais avoir 150 gars et femmes du village, hostiles, agressifs, enfin qui voulaient presque en venir aux mains et monter sur la scène pour m'agresser. J'avais beau leur montrer avec mes petites slides marketing, regardez les études, regardez la notoriété, regardez si vous voulez qu'on parle de vous en Angleterre ou aux États-Unis, il faut mettre La Plagne. Eux, ils s'en foutaient. Eux, ils disaient non, mais chez nous, c'est les coches, il faut pas que notre Ouais. nom disparaisse. Et j'avais le maire de la station qui était devant et qui me protégeait pour les empêcher de venir sur la scène pour m'agresser. Et là, je me suis dit: «Merde, là, j'ai merdé, on a raté un truc». Et alors, est-ce que les coches sont revenus ou les coches ont disparu, en termes de marque? Eh bien, après mon départ, ils l'ont remis en place. Donc ça s'appelle Ouais, La Plagne, Montchavin, Les Coches. Ils ont mis les 3 noms. Comme ça, ils se sont achetés une paix, sociale entre ouais, la ouais. réalité, c'est que ça a pas, fondamentalement un impact, phénoménal parce que quand on communique, enfin, quand la station de La Plagne communique au national ou à l'international, elle va pas communiquer sur ses noms de village. Mais, la réalité, c'est que techniquement et opérationnellement, ça aurait été mieux de faire ce que j'ai fait. Et peut-être de l'amener sur le terrain en allant faire un peu de lobbying et en allant beaucoup plus échanger avec eux et d'aller boire des coups au café pour écouter leur avis. Ça, je l'ai pas fait, donc je le referai si je devais faire différemment. Et Ouais, puis, bah maintenant, voilà, ils l'ont remis, donc ils se sont achetés une paix sociale et fondamentalement, ça remet pas en question tout le plan marketing qui est déployé derrière. ouais, absolument. Christophe, un grand merci pour, cet échange et ce franc-parler. C'était en tout cas pour moi hyper intéressant, donc merci énormément Merci à et toi, j'ai hâte, de pouvoir, publier ça et d'entendre, les retours. Merci et à très avec grand bientôt. plaisir. Salut. Ciao.